Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission La vérité en marche, 10 minutes pour convaincre, avec mon invitée, ma première invitée, Nina Canto. Nina, merci beaucoup d'essuyer les plâtres avec moi de cette première émission. Alors tous mes invités vont pouvoir choisir le lieu de leur interview. On est où ici et pourquoi ce lieu? Alors ce lieu, il est très sacré pour moi, c'est le City Stade de Jury. La municipalité m'a fait le beau cadeau de le mettre à mon nom, donc Nina Canto Njitam. Et je dis souvent que grâce à eux, mon père est dans mon cœur et aux yeux de tout le monde, parce que c'est une façon de le rendre éternel, maintenant que son nom est gravé dans la pierre. Alors, fait du hasard, cette interview exclusive tombe le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. T'es plutôt féministe dans l'âme ou femme fière de l'être, mais sans esprit de militantisme en fait? Alors moi, je suis plutôt féminine, hein, voilà. On le voit aujourd'hui. Non, voilà, moi je suis plutôt une femme qui essaye déjà de s'assumer, de s'accepter, et de ne pas avoir peur d'oser. Je pense que parfois on parle de féminisme, j'aime pas m'y associer parce qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu contestables, mais j'ai souvent tendance à dire que les limites, les femmes, on se les met nous-mêmes. Donc avant de dire je vais revendiquer, je vais déjà essayer de prêcher pour ma paroisse et essayer d'encourager toutes les femmes dans mon entourage de faire pareil. Très bien. Tes origines camerounaises te donnent certainement envie de te battre pour le statut des femmes en Afrique, plus particulièrement, je pense, dans le monde du sport. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche à cœur. Moi, j'ai donc immigré en France, donc j'ai eu la possibilité de faire du sport sans forcément beaucoup de contraintes politiques et sociales. En Afrique, selon les pays, c'est pas les mêmes possibilités pour les femmes. Mais voilà, je suis ici du Cameroun, je suis née au Cameroun. C'est un pays dans lequel le sport féminin commence à être développé. J'ai eu la chance l'année dernière d'être invitée et de faire la tournée. J'ai pu voir le ministre des Sports, j'ai pu voir le président du Comité national olympique du Cameroun, le président de la Fédération camerounaise de handball, pour faire un petit peu la promotion de notre discipline auprès des instances. Et j'ai rencontré des acteurs locaux parce que ceux qui font le vrai boulot, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer, notamment des stages avec des immigrés qui ont eu la chance de jouer en Europe ou dans d'autres pays, même des continents américains, pour venir un petit peu en Afrique et partager ce que nous, on a pu vivre et essayer d'éduquer un petit peu les mentalités. Parce que je pense que ce qui fait peur parfois, c'est que les anciens se disent est-ce qu'elles vont pas perdre leurs valeurs en ayant accès à des pratiques qui sont pour l'instant encore un petit peu trop mal connues dans notre continent, alors que pas du tout. On peut s'épanouir sur un terrain de sport tout en gardant les valeurs que nos parents nous ont inculquées et les coutumes qu'ils nous ont aussi inculquées. Très bien. Est-ce que dans ce milieu-là, tu as déjà été confrontée à des situations, allez, on va mettre les mots, de harcèlement, de sexisme, de racisme? Alors, un des trois ou les trois, je ne sais pas, mais est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé malheureusement. Le racisme, ça m'est arrivé à l'étranger. On était avec Metz Handball dans un pays étranger, hein, je n'ai pas besoin de donner son nom. Et quand on est dans le gymnase et que vous entendez des bruits de singes à chaque fois que vous recevez le ballon ou qu'il y en a qui vous regardent avec une banane dans la main, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que pour moi, le sport, c'est un endroit où on n'avait plus d'étiquette. On s'en fiche de savoir d'où tu viens, ton niveau social, ton nom, ton prénom. On est juste passionné de la même chose. Et je pensais que ça m'aurait protégé finalement de ces côtés un petit peu négatifs de certaines personnes. Ça n'a pas été le cas et ça a été quelque chose de très difficile pour moi, même de rester concentré sur ce match-là. J'ai failli complètement dévisser parce qu'il m'avait touché ma personne, ma chair, ce que je suis au plus profond de moi-même. Mais ce qui m'inquiète le plus par rapport à ça, moi, c'est par rapport à mes enfants. Moi, mes enfants sont issus du métissage. Mon mari, quand on en discute, il a tendance à me dire « oui, mais il ne faut pas trop leur en parler parce que, écoute, moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. » Je dis « mais oui, parce que toi, tu as un cœur pur. » Sauf que moi, l'ayant vécu sans avoir été préparée, ça a été difficile pour moi. Donc, j'ai besoin aujourd'hui de faire comprendre à mes enfants que parfois, certaines personnes ont une façon limitée de penser, que pour moi, le racisme, il y a plusieurs natures de racisme. Il y a le racisme de l'injustice et le racisme social. Quand on voit les montées des incivilités pendant les élections ces derniers mois, là, avant les JO, ça faisait peur de voir que les langues se délient comme ça. Moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais je ne reconnais plus la France dans laquelle j'ai grandi. Et d'un autre côté, je leur dis, il faut surtout ne pas oublier une chose, c'est que sans les autres, on n'est rien. Et on ne peut que s'enrichir de nos différences. Nos différences, ce sont nos forces. Et eux, ils sont issus justement de la mixité. Et j'espère qu'ils arriveront à propager ce message autour d'eux. Pour l'avenir. Et on va passer sur un autre sujet tout aussi sensible. Comment tu penses qu'on puisse enrayer en fait cette montée insupportable, parce qu'il faut bien dire le mot, des violences faites aux femmes, les féminicides, on ne les compte plus, on allume la télé, on n'entend que ça. Comment tu penses qu'on peut trouver une solution à ça? Alors sincèrement, ça fait peur, hein. Des fois, je parle avec mon entourage et je leur dis « waouh, si j'étais une femme célibataire aujourd'hui, je ne sais pas si je me mettrais en couple avec quelqu'un parce que ce soit le conjoint qui puisse
porter atteinte à la vie de sa compagne, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors l'État, le gouvernement, ils mettent plein de choses en place. Il y a des numéros d'urgence. Je sais qu'au niveau des gendarmeries, des commissariats, ils essayent d'être formés pour recevoir mieux les plaintes. Mais je pense que chacun doit se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle? Éduquons nos petits garçons. Éduquons nos petits garçons. Ayons un foyer où il y a de la sérénité. Je pense que les enfants ont tendance parfois à reproduire, quand on regarde le schéma des gens qui commettent ces actes-là, parfois ils sont issus de milieux violents, où ils ont vu des gens faire comme ça, donc ils ont reproduit. Moi, mon fils, je lui dis, l'amour que tu as pour moi, le respect que tu as pour moi, tu dois l'avoir pour ta future compagne. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un. Elle ne mérite pas moins que toi d'être respectée. L'amour, c'est indissociable du respect. Donc je pense que si on éduque nos petits garçons à accepter, à accompagner et à soutenir les femmes, eh ben, je pense que peut-être on va pouvoir commencer à enrayer tout ça. Et pareil, dans nos couples, dans nos foyers, nos maris, moi, voilà, mon mari, il a été avec une sportive professionnelle. Souvent, c'est le mari qui est sportif et la femme qui attend à la maison. On a un peu inversé les codes. Mais il m'a accompagné, il m'a soutenu. Moi, pour moi, ça a été mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, c'est mon mari, c'est mon confident. Et ça a été mon pilier pendant toute ma carrière. Et je pense que le fait que mon fils ait vu ça, déjà, il a une autre vision de la relation de couple. Il nous voit communiquer, il nous voit échanger. Il nous voit tous les deux nous épanouir au niveau de nos carrières professionnelles. Voilà, on essaye de faire de la place chacun pour l'autre. Donc, éduquons déjà nos enfants dans nos foyers, nos petites filles à leur faire comprendre aussi qu'elles doivent se faire respecter et qu'elles n'ont pas à être dominées ou elles dominer quelqu'un. Un couple, c'est une équipe, c'est un partenariat. C'est un partenariat. Quand il y en a un qui est up et que l'autre il est down, celui qui est up, il le remonte. Et moi, j'ai toujours que voilà, mon mari, c'est mon meilleur ami. On est là pour se tirer l'un et l'autre vers le haut. Et quand il y en a un qui est un peu moins bien, eh ben, on prend le relais. Et je pense que la notion de couple, c'est comme ça. Donc, faisons déjà le travail dans nos foyers, au sein de nos familles, avec nos enfants, pour que la future génération ait des belles valeurs et une autre perception du respect de la femme. Alors l'éducation des enfants, c'est effectivement prioritaire dans ce sujet-là, mais peut-être aussi encourager les femmes qui vivent ça à aller témoigner, à aller déposer plainte, parce que souvent, effectivement, elles n'ont pas le courage d'y aller. Et du coup, ça ne fait pas avancer les choses et ces hommes-là continuent en se sentant protégés. Donc peut-être les encourager aussi. Exactement, les encourager et les écouter. Et les écouter, tout à fait. Très bien. Pour revenir à ta carrière, petite question. Est-ce que tu es toujours marquée par ta non-sélection pour les Jeux Olympiques au Brésil en 2016. C'est 2016, je ne fais pas d'erreur. À ce point-là. Ouais, couteau. Non, je ne vais pas vous mentir. Est-ce que ça me fait encore mal aujourd'hui? Bien sûr. Je pense que c'est une blessure avec laquelle je devrais vivre toute ma vie. Mais voilà, j'aime la phrase qu'on dit, on ne perd jamais, on apprend. Et ce n'est pas les échecs qui comptent, mais la façon dont on s'en relève, la façon dont on rebondit derrière. Donc ça a été un épisode très marquant dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, je m'identifie en tant qu'handballeuse. La femme que j'étais, c'était Nina Canto, capitaine de Metz Handball, Nina Canto, pivot de l'équipe de France. Et je pense que j'avais un peu oublié tout ce que Nina Canto, elle avait fait avant d'avoir ces étiquettes-là. Donc ne pas y aller, c'était pour moi un échec. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, mais tu as une super carrière, tu as un palmarès de fou, tu es partie d'encore des plus beaux palmarès du sport français. Mais c'est comme Usain Bolt, quand il se claque sur sa dernière course, le sportif, il a le souvenir de la dernière échéance. Donc on met du temps à se reconstruire. Je pense que cette épreuve, elle a été bénéfique sur le moyen long terme, parce que ça m'a permis de me remettre en question aussi et de me dire, j'avais deux choix, c'était soit je me victimisais et je me disais, oh l'injustice, pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Soit je me disais, ok, j'ai pris un coup, mais par contre, je vais me relever. Et je pense que depuis, j'ai construit de très belles choses. Et je dis souvent, une lionne ne meurt jamais, elle dort. Donc j'ai dormi pendant 2 mois quand ils étaient à Rio, mais je me suis réveillée après. Je suis contente de l'avoir fait avec brio. Nina, est-ce que tu en veux encore à Olivier Crumbles de t'avoir laissé sur la touche? Forcément, il y a une partie de vous qui a envie d'en vouloir à quelqu'un parce que quand on a mal, il faut qu'on trouve un responsable. Ouais. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Maintenant, avec le temps, je me dis qu'on était tous les deux dans deux prismes différents. Moi, j'étais en fin de carrière. Je sortais de 16 ans avec Metz Handball, l'équipe de France. Des blessures à n'en plus compter, des sacrifices à n'en plus compter, des enterrements, des mariages. J'ai loupé beaucoup de choses, j'ai tout donné au handball. Et en fait, à un moment donné, on se dit, quand vous préparez la fin, vous vous dites, bon, ce sera mon cadeau. Ce sera mon cadeau, ce sera ma sortie, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Et malheureusement, il n'y a pas eu cette petite cerise-là. Donc moi, à mon niveau, ça a été quelque chose d'hyper douloureux. Et surtout la façon dont les choses ont été amenées. Donc je peux entendre que lui, il était sur un autre prisme où il fallait qu'on ait cette première médaille olympique. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne me voyait plus les compétences pour le faire. D'accord, pas d'accord,
Il n'y a plus de débat, de toute façon, l'échéance, elle est passée. Mais ce que je déplore vraiment, presque, moi, c'est le manque d'accompagnement derrière. Parce que quand on parle de la petite mort des sportifs de haut niveau, quand ils arrêtent leur carrière, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je vous assure, quand vous êtes sportif de haut niveau, vous vivez, vous avez une lumière, là, une passion, une flamme en vous qui vous porte. Vous savez, vous serez dans 1 mois, dans 2 ans, dans 4 ans. Tout est tracé, vous avez des objectifs, des challenges. Sauf qu'un jour, quelqu'un appuie sur cet interrupteur et vous dit, maintenant, il faut vivre sans. Et même si vous l'avez anticipé, il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est quelque chose dont je parle énormément avec la jeune génération parce que j'ai envie de les préparer, leur dire construis l'après. Parce que finalement, j'ai eu la chance de jouer 16 ans, c'est énorme. C'est énorme. Si on m'avait dit au départ, c'est ce qui va se passer, j'aurais signé tout de suite. Mais parfois une blessure, contre-performance, fait que la carrière peut s'arrêter plus tôt que prévu. Donc j'essaie vraiment de sensibiliser les jeunes à leur dire, pendant que vous vivez de votre passion, construisez votre avenir parce que derrière, il y a toute une vie à reconstruire. Et tu as tiré en fait quel enseignement, parce que ça a été quand même une désillusion, tu viens de le dire, mais une désillusion profonde, hein, on peut le dire. Quels enseignements principaux tu as tiré de ça? Déjà, je pense que quelque part, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on mérite et il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est comme ça. Et peut-être que parfois, ce qu'on pense mériter, on ne le mérite pas. Donc l'enseignement que je tire, c'est que rien n'est jamais joué. Là, mon fils, par exemple, il est aux Interpol. Voilà, c'est un petit truc, voilà, mais c'est déjà génial pour lui. Et donc il me dit, ouais maman, je suis content, mais on va pas en faire tout un plat. J'ai dit, si chérie, en fait, savoure chaque petite victoire, chaque petite réussite que tu auras dans la vie, parce qu'on ne sait jamais de ce que demain sera fait. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut prendre le temps de se célébrer. Et peut-être que moi, j'ai été pris dans le rouleau compresseur de ma carrière, à vouloir toujours plus, enchaîner, toujours être performante. Et j'ai jamais pris le temps de m'arrêter, de me dire, oh ma belle quand même, t'es née au Cameroun, tu débarques à 4 ans dans le 93 avec ta mère, tes frères et tes sœurs, tu joues à Noisy-le-Grand, tu te retrouves à Metz Handball, qui est un peu le Real Madrid du handball, tu as la chance d'être en équipe de France, de faire des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde, la Ligue des Champions. Ok, tu n'as pas eu cette médaille olympique, mais finalement… Tu peux être fière de toi quand même. Ouais, je peux être fière de moi. Et tu sais, ce qui me touche le plus, c'est que finalement, ce que je réalise aussi, c'est que ce n'est pas tes médailles qui vont t'enterrer et qui vont t'accompagner dans la vie. Ce sont tes souvenirs, les moments que tu as pu partager avec les gens. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Et ce que je dis souvent, c'est que je suis restée dans le cœur des gens. Et pour moi, ça vaut toutes les médailles du monde. Bon, on a bien compris, la page est tournée, cette page du hand. Et en dehors du hand, aujourd'hui, de quoi est fait la vie de Nina Canto? On veut savoir. De plein de choses, toujours à 1000 à l'heure, ça, rien n'a changé. Ça n'a pas changé. Alors quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai été dans plusieurs emplois, directrice commerciale, transport de personnes. J'ai un peu bourlingué dans les entreprises. Et il y a eu le Covid. Et à un moment donné, donc, il y a eu le télétravail. Et je me suis dit, punaise, les gens, ils veulent plus bosser ensemble, quoi. Tout le monde était content d'être planqué chez lui. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de créer quelque chose. Donc là, j'ai relancé ma boîte NK Sport Connexion, avec laquelle je propose des conférences, donc pour mettre en parallèle la réussite dans le sport de haut niveau et dans l'entrepreneuriat, et des team building, parce que moi, je dis, après les paroles, les actes. C'est bien de parler, mais il faut mettre les gens en action. Et l'objectif de tout ça, c'est que dans le sport, nous, on sait travailler en équipe. On sait optimiser le potentiel individuel d'un joueur ou d'une joueuse pour le mettre au service du collectif. Dans les entreprises, ils ont tout le côté structurel. Par contre, les gens, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas travailler ensemble. Comment tu peux manager quelqu'un si tu ne le connais pas un minimum? Et comment tu peux faire pour le connaître? Donc tous ces séminaires sont des moments de partage hors contexte professionnel qui permettent aux gens de se connaître et donc de tisser des liens et aux managers d'observer leurs collaborateurs. Et en gros, j'essaie d'amener mon énergie et l'objectif, c'est que derrière, les gens, ils sortent et puis ils me disent ils sont boostés, quoi. Les conférences, je casse complètement les codes, je ne suis pas avec un PowerPoint. Quand j'arrive, ils me disent elle est où votre clé USB? Je dis les gars, il n'y a pas de clé USB, en fait, c'est un speed dating. C'est les 400 personnes et moi. Donc ça passe ou ça casse. On y va au feeling et on y va franco. Voilà. Et là, je raconte mon histoire avec beaucoup d'énergie, il y a l'interaction et les gens derrière, ce que j'adore, c'est qu'ils me disent ouais, vous m'avez donné envie de retourner au boulot lundi, de tout déchirer. Et pour moi, voilà, c'est Paris gagné. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on te retrouvera peut-être un jour sur un banc d'entraînement, Metz, l'équipe de France, peut-être le Cameroun, qui sait? Alors Metz, je suis retournée déjà sur un banc d'entraînement. Depuis 3 ans, Thierry Weissman m'a demandé de reprendre le centre de formation. Donc je suis directrice du centre de formation de Metz Handball. Au départ, un poste qui pouvait faire peur, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de féminisme, voilà, les femmes, poste à responsabilité. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais pouvoir accompagner cette jeune génération là où elle veut aller? On se pose beaucoup de questions et puis à un moment donné, j'ai osé. Parce que dans la vie, il faut oser. Et du coup, j'ai la chance d'accompagner des jeunes joueuses donc, entre 17 et 21 ans qui sont en centre de formation. C'est un peu un projet de vie. Donc il y a la partie sportive et il y a aussi le projet socio-professionnel. Elles sont obligatoirement inscrites dans des cursus scolaires. Et ça colle complètement à ce que je pense de la reconversion, de l'accompagnement qu'il faut avoir avec les jeunes joueuses. Donc je suis là pour développer tout leur savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre.
Voilà, il faut que je remplisse leur sac à dos, là, comme Dora, voilà, avec tout ce qu'il faut dedans pour qu'elles puissent s'épanouir. Je le souhaite chez nous, et si ce n'est pas chez nous, ce sera ailleurs, mais en étant armées, préparées émotionnellement et techniquement pour pouvoir aller chercher leur challenge. Et la phrase que je leur dis toujours, parce que Metz Handball, pour moi, ça reste le meilleur centre de formation de France en termes d'exigence et de performance, c'est viser toujours la lune, au pire, vous décrocherez les étoiles. Ça sera magique. Nina, quelle est la femme qui t'a le plus marqué? Alors, tu parlais des rencontres, elles ont été nombreuses dans ta vie à tous les niveaux, mais il y a bien une femme qui t'a marqué un peu plus que les autres. Ben moi, tout simplement, ça peut peut-être faire bateau, mais c'est ma mère. C'est ma mère parce que jeune femme seule qui quitte son continent, parce qu'on peut dire son pays, mais change quand même de continent avec ses enfants, pour nous offrir un avenir meilleur. C'est quelque chose de très courageux. De très courageux. Moi, je l'ai vu tout le temps travailler. Les gens me disent, mais Nina, t'arrêtes jamais, il faut que tu te reposes. Mais moi, ma mère, j'ai toujours vu bosser. Donc, en fait, pour moi, être dans l'action, c'est quelque chose, finalement, qui fait partie de ma culture et de mon éducation. Et je me dis, elle est arrivée ici toute seule. Elle nous a, portés. Elle a porté beaucoup de membres de ma famille sans forcément avoir de reconnaissance. Et par rapport aux efforts et aux sacrifices qu'elle a pu faire pour les aider. Parce que dans la vie, on a toujours besoin d'une main tendue. Et sa capacité de résilience m'impressionne. Elle m'impressionne. Comment on peut avoir un cœur aussi gros pour donner autant, sachant que les trois quarts, de toute façon, une fois qu'ils s'en seront sortis, ils continueront de vivre leur vie. Et aujourd'hui, elle continue de le faire avec le sourire. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour partir sur des personnalités un petit peu plus publiques, je pense à Rosa Parks. Parce que quand on a quelque chose à revendiquer, on dit souvent ouais, « levez-vous, battez-vous ». Et elle, en fait, en restant assise, elle a revendiqué quelque chose qui est hyper important, c'est l'égalité. L'égalité et qui est plus ces discriminations raciales, quelque chose de très important. Et une troisième, je suis désolée, je suis longue, Harriet, donc c'était une femme esclave qui s'est échappée. Et en fait, sa tête était mise à prix et elle s'est donnée pour mission d'aller libérer un maximum d'esclaves. Donc elle retournait dans les champs de coton pour essayer de libérer des esclaves. Elle en a libéré des centaines. Et je me dis, ce qui est beau chez cette femme, c'est qu'elle était prête à mourir pour la liberté des autres. Et ça, en fait, elle ne se sentait pas libre tant que tous ses semblables ne l'étaient pas. Et pour moi, ça fait un peu partie des valeurs qui m'animent et je trouve ça exceptionnel et très courageux. Ça l'est. Alors, à contrario, Nina, quelle est la femme que tu ne voudrais vraiment pas rencontrer, avec laquelle tu ne voudrais vraiment pas passer un moment? Il y en a une? En fait, c'est paradoxal parce que moi, j'adore rencontrer les gens. Oui. Et finalement, la seule personne que j'aimerais pas rencontrer, je pourrais dire peut-être Marine Le Pen, parce qu'elle non plus, elle n'a pas envie de me rencontrer comme ça. En fait, tu ne veux pas rencontrer les gens qui ne veulent pas te rencontrer. Exactement. Je trouve que c'est dommage, sa vision de la vie. J'ai tendance à dire que les gens, pour penser comme ça, il a dû se passer quelque chose parce que l'étranger ne doit pas faire peur. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres cultures, aux autres façons de faire, aux autres façons de penser. Moi, en tant que joueuse, j'ai pu jouer avec des joueuses tchèques, des joueuses espagnoles, des russes, tous les pays, des joueuses africaines. Et c'est comme ça que j'ai enrichi mon jeu. C'est comme ça que je me suis développée et que j'ai vraiment enrichi ma gamme de jeu et la personne que je suis. Parce qu'elles m'ont expliqué comment ça se passait dans leur pays. On a tendance à se dire, ouais, en France, le sport féminin, c'est pas assez professionnalisé. Quand elles me racontent comment ça se passe chez elles, je me dis finalement, on n'est pas si mal lotis que ça. Donc, ouvrez vos cœurs à l'inconnu. N'ayez pas peur de la différence. N'ayez pas peur de la différence, elle ne pourra que vous faire grandir parce qu'elle va vous apprendre des choses. Donc Marine, si tu m'entends, ouvre-toi à la différence. Alors pour conclure, Nina, je vais te poser cette question. Est-ce que tu as un secret intime, quelque chose que tu n'as jamais révélé, quelque chose qui t'appartient et que tu voudrais nous livrer aujourd'hui? Alors, comme vous avez pu le voir, je suis beaucoup dans le partage, sans filtre, nature peinture. Mais dans ton intitulé, il y a plus intime. J'aime aussi avoir mon jardin secret, donc je vais vous laisser sur cette frustration et je ne vous dirai rien. Merci beaucoup Nina. Merci à toi Super Laurence, moment avec génial. toi. Et puis moi je vous dis à samedi prochain, restez connectés, je vous dévoilerai le nom de notre prochain invité. Merci à tous, passez un très bon week-end.